très heureux ce matin parce qu'on n'est pas du tout venu les mains vides. C'est vrai qu'on vous avait présenté qui était là à l'atelier qu'on avait fait à la mairie du 18e. Ah oui, 17e. Du 17e. Ouais. Vous étiez là? Ok. Et qui était là qui n'a fait aucun des... J'ai fait 2 ateliers. On a fait Il n'a jamais vu Thomas. Pardon? Il n'a jamais vu Thomas. Eh bien très bien, au moins. Eh bien, pour ceux qui, donc la plupart d'entre vous qui étaient présents, on était quand même dans des montages où on était encore en train d'essuyer les plats, parce que moi je vous ai ramené beaucoup de choses que j'avais faites pendant mon parcours public, j'ai validé à Bercy, donc je vous ai mis à disposition des conventions, tout ça, on vous remettra tout ça dans le cadre d'un kit pédagogique qu'on est en train d'élaborer, et donc le but de la matinée aussi c'est d'enrichir les problématiques que vous avez, pour justement mettre par écrit un certain nombre de réponses. Hein. Mais nous ne sommes pas venus les mains vides puisque vous avez sans doute entendu parler du décret Villani. Voilà. Qui a entendu parler du décret Villani? Ok. Et donc en 2 mots, ça me permet de faire quoi? Est-ce que vous avez compris? Acheter plus facilement. Voilà, alors ne dites pas que ça me permet de faire de l'achat public jusqu'à 100 000 € sans mise en concurrence. D'accord? On va éviter de dire ça, ça va énerver Bercy. Je vois parfois des résumés là-dessus. Mais je vais vous le présenter en quelques mots ce matin. C'est vrai que c'est notre petit cadeau de Noël. En plus, vous voyez que la direction des affaires juridiques de Bercy, elle a toujours le sens des dates. Alors, elle s'amuse toujours à prendre des dates, c'est jamais un hasard. Et donc là, c'était le décret du 24 décembre 2018. Donc c'est tout sauf un hasard. Voilà. Alors, l'origine, vous le savez bien, c'est... on est de plus en plus à faire de la consultation publique, donc c'est bien, le gouvernement écoute de plus en plus les besoins des entreprises, des agents publics, des innovateurs, et ça vient tout droit de Pacte. Hein, vous avez entendu parler de la grande consultation sur Pacte, donc il y a eu déjà ce retour des PME en disant nous on n'a pas trop accès à la commande publique pour l'innovation, c'est complexe, voilà, donc il y a eu beaucoup de réflexions là-dessus. Ça a été annoncé, il y a aussi la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle, du coup portée par Cédric Villani. Et Cédric Villani, forcément, il vient du monde universitaire, il est entouré beaucoup des écosystèmes de start-up, et il a souhaité effectivement porter quelque chose. Et on a eu une annonce qui a été faite au salon Vivatech, hein, le dernier salon Vivatech, où la métropole d'ailleurs était présente, pour annoncer aux écosystèmes des startups et des PME innovantes, l'arrivée d'une réforme réglementaire pour favoriser l'achat public innovant. Voilà. Et c'est intéressant de voir dans la consultation qui avait été ouverte sur Internet sur le projet de décret. Alors c'est vraiment, ça nous a permis à toutes les personnes qui s'intéressent à ce droit de l'innovation publique, on n'est pas très nombreux, hein. On a quand même, c'est un tout petit milieu, mais cette consultation publique, ça nous a permis de relier des retours d'expérience, des problématiques rencontrées sur le terrain, par les acheteurs publics, voilà, par les communautés d'innovation publique. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que déjà, les acheteurs publics étaient les plus gros contributeurs, et que l'achat innovant est arrivé en tête. 28% des contributions, c'était on n'arrive pas. On nous dit qu'il faut innover, et on peut innover, hein, vous le savez tous, quand on a une collectivité, on a un levier, on verra 2 exemples ce matin avec Alfortville et Saint-Mandé assez fabuleux. On peut innover, on doit innover, mais le droit ne suit pas. D'ailleurs, c'est devant la dématérialisation que tu as 26%. 28% des résultats des consultations, c'est dire ça ne va pas, il faut pouvoir réformer les procédures pour favoriser l'achat innovant. Et c'est aussi plus globalement un décret qui s'inscrit dans la réforme de la transformation de la commande publique, hein, avec ce qu'on appelle le BIM entre autres, etc., un certain nombre de dispositions. Comme vous le savez, on va plus loin dans la dématérialisation. Nous allons beaucoup interroger Bercy pour les questions d'interprétation. Alors, on a déjà, nous, notre doctrine au sein de mon cabinet. Au sein de Publica Avocat, on travaille beaucoup sur les questions de droit public, au sein de Serra Franchi, donc on va beaucoup interroger Bercy, on va beaucoup écrire, on est en train d'écrire un bouquin sur la question, et pour poser aussi en doctrine, et puis on va interroger Bercy, hein, parce que Bercy, les questions que vous nous posez, en fait, on va interroger Bercy, et on va essayer d'en faire une doctrine un peu dominante sur ces questions. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà sur cette phase-là, sur l'avant-texte, non ?
Donc on est tout content, on a un texte qui est arrivé la veille de Noël. Et que dit ce texte? Donc nous parlons bien de marché négocié. Hein. D'accord? On y reviendra tout à l'heure. Faites vos juristes, dichotomie, vous voulez innover, vous voulez dépenser les subventions, vous voulez rajouter un petit peu d'argent, vous allez vous poser une question, est-ce que je fais une convention? Vous savez que normalement la subvention, j'ai un principe de libre disposition de la subvention, mais c'est pas si simple. Est-ce que je fais une convention de RD? C'est ce que je vous avais présenté l'autre fois. Et maintenant, il y a un autre dispositif, on n'est pas dans la convention c'est du droit privé, hein. On est soumis au droit privé. Oui. Il y a un autre dispositif, c'est le marché négocié. Et nous le verrons dans les cas d'usage, quand vous êtes en marché négocié, vous êtes plus sécure. Parce que la convention, c'est quand même vraiment de gré à gré. Voilà. Le marché négocié, c'est un marché. Hein. On est dans la commande publique. D'accord ? Donc on parle bien de marché négocié, mais pas de publicité, pas de mise en concurrence. Donc c'est-à-dire que quand vous avez décidé d'y aller, que vous avez trouvé la start-up, la PME, généralement vous avez envie d'y aller. Hein. Donc, vous n'avez pas envie de prendre pour 6 mois de procédure, etc. Et puis vous avez envie aussi de faire un faux MAPA, hein, fausse procédure, vous savez très bien avec qui vous voulez travailler. Même nous, les PME, les startups, on déteste ça quand on répond à une commande publique, on sait que c'est biaisé. Au moins c'est clair, il n'y a pas de publicité, pas de mise en concurrence quand vous êtes dans le marché. Voilà, on verra les détails, mais en gros, l'esprit du texte, c'est encourager le recours à des procédés innovants. De toute façon, on n'est pas forcément... Les partenaires d'innovation, j'en avais un peu parlé l'autre fois, c'est un autre cas de marché public, mais très complexe. Les partenaires d'innovation, il fallait vraiment innover dans la création du procédé. C'était très lourd. Souvent, vous êtes quand même dans intégrer l'innovation dans vos usages, dans votre organisation de collectivité. Et dans l'esprit du texte, c'est très ouvert. Parce que vous allez prendre des procédés innovants, que vous allez un peu redesigner dans un contexte de service public. C'est ça en fait l'innovation. Et du coup, ça ouvre un champ des possibles qui est beaucoup plus large. C'est pour ça que quand je vous dis cadeau de Noël, c'est pas un fake. Toutes les entreprises peuvent l'utiliser en face, hein. Donc ne vous fermez surtout pas, n'ayez pas de racisme anti-startup, hein. Parce qu'en ce moment, voilà, on voit des collectifs absolument travailler avec une startup, parce que c'est qu'une startup. Donc c'est ouvert à toutes les PME, même les gros, mais bon, pas trop dans l'esprit de travailler avec Capgemini là-dessus. Mais voilà, des PME plutôt petites, en tout cas qui ont une innovation, mais pas forcément des startups, hein, des boîtes qui ont déjà trouvé leur marché. On verra dans le cas de Saint-Mandé, on a déjà une entreprise qui a trouvé son marché, etc. C'est pas forcément une startup qui a jamais gagné un marché, qui a jamais eu un client. Pourquoi pas? Mais pour vous, c'est aussi plus risqué. Et puis, il faut le décret, on l'a pris pour 3 ans, hein, parce qu'on va regarder quand même. L'État, dans sa globalité, a un objectif d'achat innovant à arriver à 2%. Alors, il y a de la route, hein, parce qu'on est très très loin de 2% d'achat innovant. Regardez déjà dans votre budget prévisionnel si vous avez 2% d'achat innovant. Bon, maintenant vous avez les outils en face, avant vous les aviez pas, c'est peut-être plus facile. Moi ce que je disais à Bercy, c'est qu'avant je faisais 4 POC à 24 500 €. Hein, et en fait j'avais 4 AMO1, 4 projets à mener, quoi. Maintenant en fait je vais pouvoir faire 4 expérimentations à 99 000 €. Donc c'est plus intéressant parce que j'ai plus de chances de monter à l'échelle, j'ai plus de chances de transformer en vrai produit de service public, parce que quand j'ai 99 000, c'est quand même plus que 24 000. Et puis finalement, la charge est la même, hein, parce que vous savez tous hein, que je manage un projet, enfin c'est la même, c'est un peu plus important, mais voilà, il faut mieux faire une expérimentation à 100 000 € avec peut-être 3-4 partenaires que 4 POC à 25 000 où c'est vous qui allez coordonner, ça vous le savez tous. Mais ça va quand même durer 3 ans, donc à partir du 24 décembre 2018 jusqu'au 24 décembre 2021, nous sommes dans la période d'expérimentation, du décret expérimentation. Et sans doute après ça se renouvellera, mais l'idée c'est de donner un coup de boost parce que on dit aux acheteurs publics, vous devez faire 2% d'achat innovant, les procédures actuelles sont trop complexes, donc on vous donne un outil pour booster un petit peu l'achat innovant.
pendant cette période. D'accord? Thomas? Ouais. Deux questions. Sans publicité, sans mise en concurrence, est-ce que ça veut dire quand même qu'il faut se prévaloir d'une espèce d'étude de marché avant pour attester qu'on a quand même regardé un peu les acteurs en présence et on a choisi tel acteur d'une manière un peu objective? Ça, c'est la première des questions. Et la deuxième question, c'est est-ce que ça s'applique à tout type de besoin ou est-ce que c'est que de l'équipement, de l'achat de services? Alors, première question, on le verra dans le cas d'usage avec Alfortville et le collègue nous présentera ce qu'il a fait, on débattra, est-ce que ça suffit, est-ce que ça ne suffit pas, mais c'est sûr qu'il faut quand même un minimum avoir sourcé votre marché. Hein. Même si dans le partenariat d'innovation, c'était très exigeant, je me rappelle, Bercy m'avait dit il faut faire une étude de marché, il faut aller regarder les labos, il m'avait dit même ce qui se passe à Harvard. Je dis, bon bah écoutez, c'est pas possible, c'est-à-dire que mon budget étude de marché va être supérieur à ce que j'ai en innovation, donc ils étaient trop exigeants. En tout cas des échanges qu'on a nous, c'est que c'est obligation de moyens, donc il faut un minimum avoir sourcé son marché et on verra ce que le collègue a fait, si ça suffit ou pas. En tout cas nous on mettra dans le kit et on distinguera ce qui relève de la doctrine et ce qui relève des textes. Mais obligation de moyens, on est tous d'accord là-dessus, il faut un minimum, il faut idéalement pouvoir tracer ce qui a été fait. Et le top du top, à l'époque on avait une plateforme qui s'appelait Achat Public Innovant, qui est malheureusement en train de tomber en déshérence, voilà. Mais le top du top, c'est vous mettre sur votre site internet, j'ai tel projet d'expérimentation, vous diffusez suffisamment le lien sur vos réseaux sociaux, peut-être par Futur Public, par la MGP, voilà. Vous avez fait un minimum de com, vous faites des copies écran de tout ça, vous le rangez dans un dossier, et puis hop, hein, je pense que ça suffira. Et donc, les besoins, valeur estimée à 100 000 €. Alors si ça dépasse, là pour le coup, non. Alors j'ai eu le coup parce que moi-même je l'utilise, le décret vieil, je me suis jeté dessus parce que moi-même je fais des expérimentations sur mes logiciels avec des sociétés publiques. Et j'ai eu un cas avec un grand établissement public, je ne citerai pas le nom, mais avec qui j'avais fait un POC, Proof of Concept, à 10 000 €. Et donc ça a marché, le POC, donc ils m'ont dit maintenant on va passer sur la convention d'expérimentation. Et du coup, je leur ai dit super, on fait un devis à 97 000, parce que 99 000 c'est un peu abusé, mais 97 000. Et ils m'ont dit ah non, il faut retirer le POC. Alors, je ne suis pas forcément d'accord avec eux, mais je comprends, parce que là-dessus, nous le verrons, Bercy va être assez intransigeant et le juge pourrait éviter le saucissonnage comme on sait bien faire. Hein. Et du coup, je vais retirer les 10 000 du POC, et en fait, je prends sur l'achat innovant, et donc ça sera 90 000 max. Bon, en plus, je mets la licence dedans, mais ça, j'en parle, la licence de propriété intellectuelle. Par contre, je vous dis tout de suite, quand j'aurai fini l'expérimentation, mon modèle, parce que vous allez me poser la question, si ça marche, comment j'industrialise, mon modèle, c'est de passer après à l'UGAP, mon logiciel, et de vendre après la licence. Si l'expérimentation a fonctionné, on va partager les droits sur les datas, sur les résultats, je fais en sorte de récupérer, moi, les résultats du marché, pour pouvoir passer par un autre fournisseur, enfin en tout cas mon client public. Mais une fois qu'on aura fini l'expérimentation, en décembre prochain, si ça fonctionne, je vais vendre de la licence. Ouais. Justement, la problématique c'est qu'est-ce qu'on met en fait dans ce marché d'innovation, parce que si on veut optimiser, on va dire, les seuils de marché public, si on sait à peu près sur quel style de produit on veut partir, on peut aller acheter des licences par exemple à l'ISGAP, on package en fait tout ce qui est pas innovant, on va dire ça comme ça, et on cadre uniquement le côté prestation, accompagnement d'innovation dans le marché d'innovation. J'ai essayé parce que moi dans mon cas d'usage, en gros l'établissement public avait 150 000 € de budget. Donc je me suis dit, moi je vais récupérer 150. Donc j'ai dit, on va faire les 10 000 du POC, 90 000 sur l'expérimentation, et on va mettre 50 000 de licence à côté. Mais non, ça passait pas. Ils m'ont dit, non, il faut que tout, dès le début, même la licence, soit dans le 100 000. Mais si la licence est à 80 000, pas d'innovation. Alors ce que j'ai fait moi, pour aller dans le détail, c'est que l'acheteur public en face m'a dit, on va mettre pour 30 000 € de licence pour 5 000 utilisateurs par exemple. Et que si en fait il n'y a pas d'usage, qu'on n'arrive pas à 5 000 utilisateurs, qu'il n'y a que 1500 utilisateurs, on va transformer les licences en prestat. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai diminué au maximum la licence, parce que je me suis dit, je préfère, c'est son risque à lui, c'est à lui de développer l'usage en interne.
Donc j'ai réduit, je suis plus à 10 000 € par exemple la licence pour 5 000 utilisateurs. Et comme ça, bah, même s'il arrive jusqu'à 5 000 utilisateurs, bah, on rentre dedans si vous voulez. Mais je sais que c'est pas passé, on a vraiment discuté de tout ça, j'ai voulu faire la licence à côté. Dans ce cas-là, parce qu'on s'arrange avec le partenaire pour avoir une licence dite d'évaluation, c'est 0. Ouais. Le temps de faire tout le marché à 100 000 € purement sur la partie innovation. Ouais. Une fois qu'on arrive aux conclusions, il est convenu avec le prestataire qu'on achète, et donc là sur un autre média forcément, un autre vecteur juridique, les licences. Est-ce que ça c'est acceptable? Oui, c'est ce que je vais faire moi, c'est que vous faites l'expérimentation, vous dépensez vos 100 000 €, et qu'éventuellement la licence elle est à coût gratuit, voilà, et qu'après, pour l'industrialisation, c'est justement ce qu'on va poser à Bercy, parce que ça paraît logique. Parce que je vous rappelle que les parties d'innovation, si je faisais un POC à moins de 25 000 avec une PME, si derrière je faisais un partenaire d'innovation, elle était exclue. C'était la seule. Donc c'était horrible. Ça ne marchait pas. Là, ce que je peux faire, je peux faire un premier POC à 5-10 000 € avec quelqu'un. Ensuite, je peux enchaîner à 70-80 l'expérimentation. Éventuellement, la licence va être gratuite. Et que si on industrialise, on va parler de licence et TMA, TME. Mais, ça vous a peut-être échappé, mais la fiscalité des startups a évolué. C'est-à-dire que nous, quand on fait des logiciels, on a hyper intérêt à vendre de la licence. Pourquoi? Parce que Macron a voulu faire venir les grands opérateurs du numérique à Paris, les centres d'intelligence artificielle. Et il y a une réforme qui a fait grand bruit à l'échelle européenne qui défiscalise les revenus des logiciels sur lesquels je peux prouver que j'ai de la R&D. C'est-à-dire qu'avant, si vous voulez, quand vous exploitiez un brevet, d'accord, vous aviez de la R&D, et sur toute l'exploitation, les licences du brevet, il y avait un taux, au niveau de la fiscalité, c'était du 15%, au lieu d'être le barème de l'impôt sur les sociétés. C'était pour récompenser les gens qui font de la R&D et qui exploitent la R&D. Et en fait, là, la réforme a permis de l'étendre au monde du logiciel. Donc moi, ce que j'ai fait depuis le début de l'année, j'ai baissé tous mes coûts de prestation. Voilà, et j'ai augmenté mes coûts de licence. Parce que sur les coûts de licence, sur mes revenus des coûts de licence, je paye 15% d'impôt. Sur mes prestations intellectuelles comme de développeurs ou de chefs de projet qui font des legal bots et tout ça, je vais payer 33%. D'accord. Et donc vous voyez ce que vous venez de dire, dans le décret expérimentation, j'avais tendance à dire bah, je vais plutôt gonfler la licence et faire moins de. Voilà. Mais du coup, c'est des éléments encore. La problématique, c'est de rester dans l'enveloppe des 100 000 € pour mener à bien, on va dire, l'innovation. Et clairement, les licences ou le matériel, si on devait inclure, ça grève clairement. Ça grève, c'est le problème. Mais bon, c'est déjà pas mal. Non, mais pour ça, après, moi j'essaie de trouver des astuces autres. Après, c'est le côté fiscalité. Moi, en tant que client public, je m'en fous en fait. C'est l'optimisation fiscale du privé. Oui. On est d'accord. Mais c'est bien que vous ayez l'info. En face, Mais alors, pour bien connaître souvent les partenaires en face, puisque comme j'ai eu une autre vie avant l'informatique, quand j'étudie leur bilan, souvent je leur dis que j'aimerais bien que leur mauvaise gestion que j'ai vue dans leur bilan ne se retrouve pas dans mon devis déjà. Donc voilà, donc juste au-delà de faire de l'optimisation fiscale, il faut que Tansan, les boîtes déjà sachent correctement se gérer. Parce que je peux payer des improductifs de façon peut-être grandiose, ou alors avoir des participations à des salons ou des repas d'affaires qui sont en plus à la limite de l'abus bien social. Bon. Donc je préfère, moi en tant que client, je m'en fous, c'est pas mon problème dans l'optimisation fiscale. La question c'est plutôt de voir comment on peut faire un montage qui tienne la route par rapport à mes problématiques, moi, client, administration, et qui est en accord avec comment le partenaire va s'y retrouver, on va dire, à moyen terme. Moi c'est plutôt ça le deal. De toute façon, l'esprit, c'est comme je vous avais présenté les conventions, on est dans du gagnant-gagnant. Donc, comme il n'y a pas de mise en concurrence, bah là, il faut négocier. D'ailleurs, si je plonge dans le texte, bon, le partenariat d'innovation, j'y reviendrai pas, mais on vous partagera bien sûr les slides, on les mettra dans le kit pédagogique, mais pour vous donner des éléments de comparaison. Mais normalement, le partenariat d'innovation, c'est plutôt pour des gros besoins. Par exemple, en ce moment, il y a un partenariat d'innovation sur le TGV2. Donc il y a l'État et SNCF, en face il y a Alstom, il y a je ne sais pas combien d'acteurs, vous imaginez l'ampleur du dossier. C'est même plus complexe que des gros marchés. Donc je ne pense pas que par rapport à ce qui est accompagné dans le cadre des explorateurs, on ait vraiment beaucoup de partenariats d'innovation. Il y en aura peut-être, mais je dirais peut-être en temps 2,
pourquoi pas. Mais oublions les partenaires d'innovation, parce que ça va vous embrouiller et c'est complexe. Donc là, donc il faut obligation de veiller, et ça c'est important, parce que ça pour le coup on a beaucoup débattu cet été dans la consultation publique. Hein, obligation déjà de veiller à une offre pertinente. Donc vous connaissez hein, la jurisprudence sur la pertinence de l'offre, tout ça. Ça veut dire que effectivement derrière, pour que l'offre soit pertinente, il faut avoir sourcé le marché. Hein. Donc ça prend tout son sens, et même si, pour répondre à ta question, même si je n'ai pas de mise en concurrence, pour que l'offre soit jugée pertinente, il faut que je montre comment j'ai fait moi pour définir la pertinence de l'offre. Donc ça c'est à vous, et je pense que très concrètement, dans le kit, on va essayer de montrer des exemples, des bonnes pratiques à suivre. Ensuite, évidemment, comme toujours, bonne utilisation des données publiques. Ça, c'est classique. Hein. On est, je vous rappelle, dans la commande publique, donc on est soumis aux grands principes de la commande publique. Et donc, forcément, on n'est pas là pour faire plaisir à ses copains. Même si c'est la super start-up qui explose dans votre collectivité, voilà, c'est un lien avec ce que vous faites. Hein. Parce qu'on les voit venir, les projets là-dessus. Et ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur lorsqu'il y a une pluralité d'offres pour répondre aux besoins. Vous voyez quand même la rédaction elle est intéressante parce que nous d'ailleurs on va vraiment s'amuser, les juristes, en interprétation. Parce que la formulation commence par la négation, ne pas contracter systématiquement avec le même opérateur, déjà à contrario, ça veut dire que je peux contracter avec le même opérateur. Donc au sein du cabinet, là, on a beaucoup discuté avec des publicistes là-dessus, et en fait, la doctrine, qui nous semble pertinente, c'est que je vais pouvoir utiliser 2 fois ce dispositif avec le même opérateur pour des projets d'innovation différents. Alors, ça peut rentrer dans la même politique publique, par exemple l'aménagement du territoire. On pense que oui, ça peut rentrer dans le même dispositif de politique publique. Par contre, n'allez pas faire première expérimentation, 95 000 €, et puis la suite, re-95 sur le même objet, le même. Ça ne passera pas. Donc nous, on considère... C'est quoi le même objet? Alors, là on va le définir, mais je pense que nous, on va plutôt se placer du point de vue de la politique publique, d'un point de vue des finances publiques, peut-être au niveau du BOP, ou de l'UO, enfin, voilà, mais que ça puisse être, par exemple, sur l'aménagement du territoire. On va avoir des projets là qui sont beaucoup là-dessus. Et voilà, c'est par rapport à une politique publique. Donc ça peut être une même innovation, donc vous allez utiliser 2 fois, vous allez intégrer le procédé innovant pour en fait transformer, moderniser votre politique publique sur 2 services publics différents. Mais là on est dans la doctrine, donc ça on va détailler, on est très preneur de toutes vos questions là-dessus. N'hésitez pas, là c'est le temps des questions et on prend. Du coup, là on est dans l'expérimentation. Ouais. Si celle-ci est concluante et qu'on souhaite étendre l'expérimentation, donc passer à un marché, est-ce que le prestataire qui aura répondu à ce partenariat, à ce marché négocié, aura la possibilité de soumettre également au marché par la suite? A priori, il y a une jurisprudence de l'avantage concurrentiel et on va être bloqué. Ah. A priori. Oui, mais au contraire, donc on veut, par exemple, étendre la même solution avec le même partenaire. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a 2 possibilités, c'est qu'à la fin de l'expérimentation, et vous l'avez déjà à la France, vous passez en licence. Et sur le deuxième sujet, c'est que ce prestataire il vous a plu parce que, par exemple, vous avez fait la modélisation 3D pour la modélisation le PLU, voilà. Et en fait, vous vous rendez compte que le même prestataire, dans le kiosque, il peut être utile pour autre chose, je dis n'importe quoi, pour, en modélisation 3D, voir les évolutions des bassins de population dans la ville, des catégories sociales, du logement, enfin voilà. À ce moment-là, je vais justifier que c'est pas la continuité de la première innovation, c'est autre chose. Et en fait, nous, on va introduire en doctrine le terme de finalité de l'innovation. Parce que c'est un terme qu'on connaît en propriété intellectuelle, qu'on connaît en RGPD, en données personnelles, et qu'en fait, on va introduire ce critère-là en doctrine. Quand je dis en doctrine, on va produire des articles et tout ça, on va lancer le débat. Et on va dire quelle est la finalité de l'innovation, côté usager. Hein, parce que je crois qu'on a cette culture commune au sein des explorateurs, on est toujours obsédé par l'usager. Et l'usager, au final, qu'est-ce que ça lui apporte comme service? Et nous, la notion qu'on va amener
encore une fois je suis en doctrine, c'est que si je suis dans la même finalité, à ce moment-là, vous n'allez pas pouvoir recontractuer avec la même entreprise. D'accord. Par contre, si c'est une autre finalité, si lui, le service qu'on lui rend à la fin, c'est autre chose, là on va être d'accord dans la limite de 2. Parce que si on commence à en faire 3, 4, là c'est, je suis désolé, là c'est... Ouais. Mais si on part avec un partenaire qui est le seul déjà à avoir, on va dire, certaines technologies sur le marché, c'est-à-dire déjà il n'est pas en concurrence parce qu'il a déjà eu un avantage concurrentiel, mais la logique, et qu'on vient le prendre, qu'on va lui redonner encore un avantage complémentaire du fait de ce marché d'innovation. Donc de toute façon, à l'arrivée, c'est le seul, quelle que soit la procédure qu'on va engager, qui peut répondre après au nouveau marché qu'on lance. Oui, et puis vous avez plein de manières de faire. Vous pouvez aussi lui laisser des droits, voilà, et puis vous pouvez jouer sur l'exclusivité. Enfin, de toute façon, justement, ça m'intéresse parce que moi je ne sais pas l'utiliser. Le droit exclusif, ça me permet de toute façon d'aller plus vite sur certains styles de marché. Est-ce que dans ce cadre-là, justement, ce côté droit exclusif, il faut quand même le préparer déjà en termes de clauses juridiques à travers le marché de l'innovation pour que les choses soient bien établies d'entrée de jeu et que Bercy ne tique pas et que quand on va récupérer ce même prestataire par la suite, il y a une logique parce qu'on applique le droit exclusif. C'est sûr, mais il y a une manière plus clean de faire ça, parce que là on tire un peu et les bons juristes vous feront le montage impeccablement, mais il y a une technique plus clean de faire ça, c'est au moment de la négociation de se dire bon, là on va partir sur 6, 7, 8 mois ensemble sur l'expérimentation. On va adapter un peu, on va faire du sur-mesure votre soft pour nos besoins, nous publics. Sur le résultat du marché, c'est donc une version, on va dire, secteur public du logiciel. Et on va vous laisser des droits d'exploitation hors métropole du Grand Paris, par exemple. Ça, c'est ce que nous on préconise depuis le début avec Marie, qui constitue un peu les communs du Grand Paris, tout ça. Et que par contre, à l'issue de l'expérimentation, on va se mettre d'accord sur un montant pour les licences. Et au moins ça c'est clean parce qu'effectivement après je retombe sur de l'exclusivité sur la licence, mais c'est une licence avec la TMA, la TME sur la version pour vous. Ce qui est totalement clean parce qu'en fait c'est que finalement vous avez financé une expérimentation, vous avez financé une innovation sur mesure pour vous. Vous récupérez des droits dessus parce que vous pouvez peut-être mutualiser un certain nombre de résultats du marché à l'échelle de la communauté des explorateurs et que vous passez en licence après sur cette version adapté à vos besoins, et tout le monde est gagnant, vous, notre communauté, et lui, la start-up, c'est génial, parce qu'en fait, elle innove avec vous, ça peut lui ouvrir le marché voilà, au niveau de la MGP, et que peut-être qu'il va vendre plus cher ailleurs, en dehors de Paris. Parce que on vous avait mis des variantes, on vous les remettra dans le kit, et donc il y a d'ailleurs, avec Saint-Mandé, on va avoir une nouvelle qui est hyper intéressante, je trouve. Mais vous avez mis 4 variantes, là il va y avoir une 5e, justement pour envisager ces choses-là. Qu'il faudra envisager, de toute façon il y a une convention, on vous mettra un modèle de convention. Il y a une convention à passer dans le marché négocié, je vais envisager la propriété intellectuelle. Et du coup, c'est là où vous pouvez prévoir la licence après. Moi je trouve que c'est même bien de le mettre en annexe. Si c'est concluant, on passera en licence sur cette version-là. Et puis si elle n'est pas référencée à l'UGAP, c'est encore mieux de l'aider, puisqu'ils ne sont pas toujours bons, mais certains tout de suite. Et nous, on va mettre l'UGAP un peu dans le coup là-dessus, de les faire référencer. Quoi. Au moins là, c'est clean dans l'esprit, il n'y aura pas de problème. Et si jamais il y a un contentieux, sincèrement, si vous êtes le premier au tribunal administratif à avoir expérimenté le décret Villani, et qu'on vient vous chercher des poux, parce que voilà, en plus vous avez été accompagné par la MGP, avec des juristes spécialisés, franchement, mais là, franchement, on fera beaucoup de bruit. Et ça sera une très belle com. C'est lui qui va être content parce qu'on sera premier partout. C'est ça. Et on fera une énorme com sur votre expérimentation, ça je peux vous dire que voilà. Donc moi, personnellement, enfin, surtout lui, parce que lui, il fait ce contentieux, il en rêve, mais il va tout faire pour qu'il n'y ait pas de contentieux. Dans le cas de travaux, je prends l'exemple, on a donc un bâtiment qui va être rénové en entier, quasi. Dedans, il y a beaucoup de choses. Il y a donc la rénovation énergétique, la ventilation, les conditions, etc. Tout ça, ça dépasse les 100 000 euros. Ah. Donc, est-ce qu'on peut faire, en parlant, par exemple, l'énergie, la climatisation, l'accueil, ce genre de choses, et on fait jouer ça ou pas du tout? Ça se tente. Bah, C'est pas le même objet. C'est vrai, c'est pas la même finalité si on prend notre. À chaque fois.
Pourquoi pas, ouais, ça peut se tenter. Bon, après, marché de travaux, je vais reprendre les 3 critères, parce qu'on on a défini réglementairement les 3 méthodes. Hein. Donc le premier, c'est, alors il faut que ce soit, qu'il y ait un caractère innovant. C'est vraiment le terme réglementaire, il faut que le contenu, l'objet, la finalité du marché négocié ait un caractère innovant. Donc c'est large. Hein. Donc, qu'est-ce que c'est que le caractère innovant? Il y a soit la mise en œuvre de nouveaux procédés de production et de construction. Donc c'est marqué en construction, donc on ne se résume pas à l'immatériel, et pour vous je pense que c'est important. Voilà, donc quand on dit mise en œuvre d'un nouveau procédé, là on est déjà un peu plus dans l'innovation procédé-produit. Donc là c'est quand même, celui-là on a du mal à aller le chercher, sauf si vraiment vous avez, je sais pas, j'y connais rien en climatisation, mais vous avez imaginé que par rapport à votre construction, par rapport à votre norme, c'est quelque chose qui n'est pas immédiatement sur le marché, mais ça va être plus dur à aller chercher celui-là. Quand vous êtes sur des très gros projets, moi j'avais suivi un peu le nouveau palais de justice de Renzo Piano, bon bah là c'est un palais de justice le plus grand d'Europe, et donc forcément, voilà, l'INPI, ses locaux, la maison d'innovateurs, ils ont voulu utiliser tous les brevets pour l'isolation et tout ça, et le HQE, et donc vraiment ils avaient un cahier des charges qui stimulait l'innovation. Voilà, dans votre cas, est-ce que vraiment vous allez faire évoluer les procédés? C'est pas évident. Par contre, les 2 suivants, moi je les aime bien. Nouvelle méthode de commercialisation, bon ça ne vous concerne pas trop, quoique ça pourrait, mais surtout, nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques. Ah, ben voilà, là on peut y aller, quoi, parce que de ce que j'ai vu des explorateurs, on est quand même souvent là-dedans. C'est-à-dire que vous cherchez quand même à innover dans les usages, dans les pratiques, dans la manière d'offrir un service public. Hein. Et celui-là, tu vois qu'il y a eu beaucoup de lobby derrière pour l'avoir, il est très là. Et le dernier, c'est l'organisation du lieu de travail, pourquoi pas si on va y travailler, ou les relations extérieures de l'entreprise, de la collectivité. Donc vous voyez, c'est quand même chercher, d'ailleurs, c'est ce que Laszlo fait dans le petit Legalbot, on va essayer de vous dire vous êtes dans laquelle, et on va vous mettre après quelques critères, pour faire un peu de checking, hein, pour vous dire, ok, là, a priori, je suis bon, enfin, je fais ça, etc. Voilà, et puis, bon, il y a une petite procédure, mais ça, on vous mettra concrètement ce qu'on fait. On va quand même tracer, hein, Bercy, l'observatoire, je ne sais plus ce que le nom de la base, tu te souviens? Le nom de la base, c'est une petite base où on va quand même vous tracer, et donc c'est vrai qu'il peut y avoir des contrôles derrière, parce qu'on vous donne une certaine liberté, mais la contrepartie, c'est qu'on va avoir une sorte d'enregistrement du marché négocié pour faire des éventuels contrôles. Donc c'est pas non plus... ça n'est pas open bar, je leur dis pour nos chers c'est qui nous suivent. Il faut faire ça avec rigueur, et il faut vraiment être dans l'esprit du texte, hein. Caractère innovant. De toute façon, voilà, nous on va vous donner les critères. Si vous passez les fourches codines, on va vous faire une sorte de scoring. Si vous n'êtes pas innovant, c'est pas grave, c'est que vous êtes sur autre chose. Hein. Il y a un moment, le décret il est là pour encourager l'achat innovant. Si vous n'avez pas l'innovation, peut-être d'ailleurs qu'il y a des choses à croiser avec les subventions, parce que j'ai bien compris, c'est quand même ce que la LGP finance, c'est quand même des projets aussi innovants, donc il y a aussi peut-être des critères à croiser au stade de l'instruction du dossier. Alors moi je trouve ça pertinent. Voilà un peu. Donc le but, hein, en quelques mots, voilà. Identifier et définir les moyens propres à satisfaire les besoins de l'acheteur. Donc ça va être vraiment important d'identifier vos besoins et élaborer la stratégie contractuelle. Juste une question. En résumé, si je comprends bien, on fait un cahier des charges, Ouais. on ne fait pas de concurrence entre guillemets, on a un opérateur économique qui peut satisfaire à ce besoin. Ouais. Et niveau commune, on fait une décision, une délibération avec toutes les modalités en question. Alors justement, on va passer au cas pratique pour voir comment ils ont fait, mais pas forcément le cahier des charges. Moi je vous encourage à directement négocier la convention, parce que justement, un des objets de l'expérimentation pourrait être de corriger le cahier des charges. Parce que le temps où vous étiez là tout seul dans votre bureau à dire je vais innover, je vais exprimer des besoins et j'ai pas le feedback des partenaires, c'est justement l'esprit, hein, c'est que le cahier des charges, la définition fine des besoins, vous allez la définir ensemble, éventuellement en associant la population, encore mieux, en co-design, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un cahier des charges. Hein. Vous pouvez avoir moi je vous conseille d'avoir quand même un minimum de publicité sur votre projet d'expérimentation, sur votre site, réseaux sociaux, c'est très bien, ou un futur espace dédié sur le site MGP, à mon avis ça peut être aussi le plus simple.
Et puis ensuite, peut-être de recevoir un peu les différentes personnes, de présenter votre projet de convention, parce que ça c'est vous qui l'amenez. Et voilà, nous, le partenariat qu'on propose, montrer que c'est du gagnant-gagnant, de jamais appeler vos partenaires de prestataires, même vis-à-vis de vos élus, vis-à-vis de Bercy et de tout le monde. Vous ne parlez pas de prestataires, vous parlez de partenaires. Et vous leur dites, voilà, nous on propose un partenariat, voilà nous ce qu'on met. On va voir concrètement avec Alfortville, ils amènent des données, la data, qui n'est pas la donnée publique. Donc là, forcément, c'est super attractif en fait. Et vous amenez des apports en industrie, du temps jouant de vous. Vous amenez éventuellement des apports en nature, de la data, des éléments, pas forcément de la donnée publique. Et surtout, vous amenez aussi forcément un peu d'argent, parce qu'ils viennent quand même pour ça. Ouais. Moi, ça me paraît complexe quand même de partir sans un minimum de cahier des charges. Pourquoi? Parce que nous, sur ce sujet de la démat, on s'est rendu compte que nos potentiels partenaires, ils veulent plutôt nous faire rentrer dans leur démarche à eux et leur stratégie. Alors que justement, quand on leur parle d'innovation, on leur dit non mais on sait que ça n'est pas fait ailleurs, mais justement nous c'est pas ça qu'on veut, c'est ça. Et en fait, nous on a fait beaucoup de schémas, comment on a essayé d'expliquer, puisqu'on a rencontré les potentiels partenaires, et ben avant qu'ils comprennent exactement notre objectif, je vais vous dire c'est pas simple. Donc il vaut mieux partir quand même avec un minimum d'éléments écrits, on va dire, en tout cas pour pas perdre de vue l'objectif qu'on s'est fixé. Je suis avec vous, je disais pas le cahier des charges parce que j'ai le souvenir de douloureuses réunions de version 13, 14, 15 du cahier des charges sur un projet sur lequel on était depuis 9 mois et que vous voyez toujours pas l'issue. Et que voilà, en fait, oui, il faut un écrit. Alors, appelons pas ça forcément cahier des charges, appelons ça une expression des besoins fonctionnels. Hein. Et d'ailleurs, c'est très important parce que Laszlo le dirait mieux que moi, mais en termes de contentieux, il ne faut pas donner le sentiment que l'entreprise est venue vous démarcher avec sa solution et que vous l'avez acheté comme ça. Non, il faut que ça vienne de vous. Donc le contenu, si vous voulez, de ce qui va apparaître dans votre projet d'expérimentation, qui est d'ailleurs protégeable par le droit d'auteur. Donc moi dans le schéma idéal, et on réfléchit en même temps avec Marine, hein, mais dans le schéma idéal, il y a un espace, un MGP où vous déposez, et on va faire une petite protection de ce que vous allez créer, parce que ça c'est le droit d'auteur de la collectivité. Et du coup ça, 7-8 pages, des schémas parfaits, c'est l'intention de ce que vous voulez faire, il y a une première formalisation. Et d'accord, c'est quelque chose que vous allez amener dans la convention, dire voilà, nous on a déjà réfléchi, on a fait ça, on vous amène ça, et en face, c'est à lui de répondre à votre besoin, et pas l'inverse. Ok. L'écrit, ce qu'on peut pas, lorsqu'on fait un écrit, on est enfermé par rapport donc à d'autres innovations qui peuvent... Non, alors ça va être tout l'art de rester suffisamment large tout en étant précis. C'est tout un art, mais certains d'entre vous le maîtrisent déjà, donc donc quand on fait ce genre de choses, on va plutôt, comme on fait dans les startups, dire voilà le problème, voilà d'un point de vue la finalité de l'usager, voilà le problème qu'on a aujourd'hui. Et puis voilà nous un petit peu ce qu'on peut amener, les outils, les datas, les connaissances, les savoir-faire qu'on peut amener pour régler ce problème. Et peut-être hypothèse 1 de solution, hypothèse 2, hypothèse 3, hypothèse 4, et puis vous allez bien dire on est aussi ouvert à toute autre solution. Et donc ça c'est une belle forme, parce que vous montrez que vous avez quand même déjà réfléchi et identifié le problème, hein, vous avez bien identifié le problème, identifié les moyens que vous allez mettre à dispo, et sur les solutions vous en avez quelques idées, mais vous restez là. Ça c'est top. Et donc le partenaire, si je comprends bien, il fera des devis en fonction du besoin. Eh bien, le partenaire, il va effectivement faire deux choses, négocier la convention avec vous, donc une vraie négociation, hein, et puis à un moment faire un devis, parce que sur la partie la dépense, il faudra bien qu'il y ait un devis signé, validé. Il peut faire plusieurs devis en fonction par rapport à si c'est une exploration, en fonction du besoin qu'on a par rapport à cette expérimentation. Tout à fait. Ce qui est bien d'ailleurs dans les devis, c'est que moi je l'ai fait quand j'ai testé le décret Villani, c'est que j'ai mis dans mon devis, voilà les prestations que j'amène, que j'offre, je suis partenaire. Donc concrètement, au lieu d'être à 130 000, je vais redescendre à 90 000 parce qu'il y a 40 000 € que je donne, souvent c'est du temps jour 1, parce que je me mouille, parce que je ne facture pas 100% de ce que ça me coûte. Donc ça c'est tout un art. Nous, on a un enjeu d'aller éduquer en face les startups, les PME, parce qu'à mon avis, les acheteurs publics vont vite être plus baqués là-dessus, surtout au sein de la métropole. C'est clairement, moi, comme l'axe de ma négo, quoi. Enfin, je veux dire, comme on part pas en innovation et on va donner un avantage concurrentiel à une boîte privée qui va pouvoir en profiter et le revendre, on va dire, en conséquence, si elle sait développer sa stratégie économique. Donc,
il y a un moment, oui, il faut qu'elle sache prendre des risques. Ouais, tout à fait. Sinon, et moi, ce que je cite, comme je le disais dernièrement à des collègues, on connaît bien ça, nos éditeurs métiers. Quand ils veulent, tout d'un coup, basculer sur une nouvelle version d'un logiciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel aux collectivités pour mettre au pot pendant 2-3 ans, 3 ans, pour financer une partie du développement, et ça nous donne droit, de façon soit gracieuse ou à un prix minime, à la nouvelle grande version du produit. Donc, ça c'est hyper intéressant qu'on ait ce genre de cas d'usage que vous venez de synthétiser comme ça, qu'on l'ait nous pour le kit, hein, parce que plus on aura un cas d'usage comme ça, plus on pourra écrire dessus. Ce que je vous propose, que le temps passe toujours très très vite au sein des explorateurs, il nous reste moins d'une demi-heure, c'est que Laszlo, si tu peux présenter ton LegalBot en 3-4 minutes, et donc il va être enrichi et il sera accessible, une V1, un lien depuis le kit pour le remettre, et après on va écouter ça en D à Alfortville et on va itérer, et les questions qu'ils vont poser, on vous mettra des réponses dans le kit. À toi Laszlo. Je te remercie. Donc l'idée du LegalBot qu'on a consacré au contrat d'innovation, c'est vraiment de pouvoir vous accompagner, juristes, non-juristes, sur vos choix contractuels. L'idée, c'est en fait de définir un chemin que vous allez prendre sur une mind map pour définir vraiment vos critères. Dans un premier temps, aujourd'hui, il est surtout développé sur le partenariat d'innovation et sur les marchés d'innovation au sens décret Villani. Pour le moment, le contexte, en tout cas les limites, restent assez floues sur pas mal d'aspects du décret, donc il est peu élaboré. L'idée, en fait, c'est que ce bot va évoluer dans le temps au fur et à mesure des retours, des questions interprétatives de Bercy, etc. On va pouvoir vraiment l'affiner et à la fin, vous aurez vraiment une checklist très complète en fait, des critères que vous pourrez remplir ou que vous aurez remplis pour vos choix, pour effectuer vos choix contractuels. Donc ça se présente sous cette forme-là. Il commencera par vous poser des questions. L'idée, c'est d'évaluer en fonction d'où vous en êtes, vous, par rapport à vos choix, aussi bien de co-contractants que d'objectifs. Donc ici, par exemple, si on prend délibérément, je m'inscris vraiment dans le cadre du choix d'un marché public négocié au sens décret Villani. Donc, visiblement, les solutions existent. L'opération, si on souhaite s'inscrire dans le cadre du décret Villani, elle est nécessairement inférieure à 100 000 € hors taxe. Ça me fait penser à ce dont vous parliez tout à l'heure sur l'allotissement. Toute cette partie-là du bot, l'arborescence, sera beaucoup plus optimisée. Pour le moment, on n'a pas encore envisagé sur le bot la question de l'allotissement, le fait de qualifier des postes plus que d'autres pour pouvoir passer réglementairement plusieurs contrats avec le même opérateur. Ça va être avec le même ou pas? avec le même ou pas, mais si c'est pour une... Alors, si c'est pas le même opérateur, si vous voulez, ce sera beaucoup plus facile sur une opération quelle qu'elle soit, hein, que ce soit de l'aménagement ou autre. Mais sur le bot, en fait, son but premier, c'est le risk management. Du coup, son objectif, ça va surtout être de qualifier vos choix et de vous mettre en garde si jamais vous faites un choix de contracter plusieurs fois avec le même co-contractant. Donc là, encore une fois, si vous voulez passer des mesures de publicité et de mise en concurrence, vous rentrez dans le cadre du décret Villani et vous arrivez sur le type de contrat que le bot vous conseille. Donc là, on est arrivé directement sur le marché public. Si on avait pris l'arborescence dans l'autre sens dès le début et qu'on voulait s'éloigner, on serait arrivé plus sur des contrats de partenariat. Donc aujourd'hui, ce qui nous intéressait, c'était le décret Villani, mais les contrats de partenariat, c'est quand même réservé à des opérations beaucoup plus de plus grosse ampleur. Donc voilà, l'idée, ça va être au fur et à mesure aussi, nous, grâce à vos questions que vous allez nous poser, aux cas pratiques qu'on va pouvoir effectuer tout à l'heure, vraiment d'affiner au maximum et
L'idée c'est d'avoir un petit parcours utilisateur à la fin avec vraiment une checklist entièrement remplie et limiter au maximum votre risque contentieux. Voilà. La première fois que vous nous en parlez, vous aviez évoqué la construction au fur et à mesure de la convention. Est-ce que vous, en échangeant avec de futurs potentiels clients, etc., vous avez reconnu qu'il y avait un besoin? Parce que moi, à l'origine, j'étais peut-être un peu sceptique sur cette partie-là en me disant c'est peut-être pas là-dessus que les collectivités vont investir parce qu'on a des juristes qui peuvent faire des conventions et les bidouiller, on n'a peut-être pas besoin d'un outil pour les développer. Est-ce que vous, dans votre parcours, vous avez pu identifier un besoin de ce côté-là? Oui, tout à fait, parce qu'on travaille aussi avec la 27e région, ils ont lancé un cycle un peu proche là, sur la chaîne Innovant. Et du coup, en fait, la suite, on a deux vraiment technologies, un Séraphin Instant et Séraphin Contrat. Et normalement, le Séraphin Instant, il prend l'information et après, il génère un document, une convention, un Excel, voilà. Et donc, du coup, là, on est en train de rechercher on est en train de rechercher des financements pour pas supporter seul tout le coût RD, parce que voilà, mais pour effectivement reprendre les modèles de convention de recherche et développement, le modèle de convention de dépense d'une subvention et le modèle de convention basé sur le marché négocié. Comment sur ces trois outils juridiques-là, en fonction des réponses aux bots, qu'on ait un premier niveau, voilà. Après qu'il puisse y avoir de la demande de conseils personnalisés, ok. Mais ça, on pense que déjà, il faut qu'on arrive d'ici cet été. Donc on n'est pas encore actif vraiment parce qu'on voulait commencer par le bot et faire les conventions. Mais là, on va être plus actif pour rechercher un petit financement pour nous aider à finir cet outil, parce qu'il y a une grosse demande. Et comme nous, on maîtrise le fond et la tech, on a vraiment envie de le faire. Et je pense que même qu'on pourra avoir un beau soutien de Villani là-dessus, parce qu'il s'agit de mettre en œuvre à la fin, l'accompagner. Donc on en est là. Parce que c'est vrai que peut-être que cette compétence innovation sur les commandes publiques vont être de plus en plus dans les services métiers au-delà du service support et qu'on va être force de proposition auprès de notre service commande publique en disant voilà, on a fait un grand bout du chemin, on a le premier jet de convention, c'est baqué côté merci. Et nous, on va l'éviter en tant qu'avocat parce qu'il faut aussi qu'il y ait un engagement de notre part sur les résultats du bot. Donc c'est le sens qu'on va l'éviter en tant que publica, avocat et Séraphin en partie technique. Et que derrière, l'info qu'il donne, elle est sous responsabilité aussi d'un cabinet, ce qui rassurera quand vous allez aller voir vos acheteurs, parce qu'on connaît bien la situation. Il y a un nouveau décret chez les explorateurs, ça commence à faire beaucoup pour votre acheteur public. Donc tout ça, on l'a bien intégré dans vos feedbacks. Merci Laszlo et bravo pour ta nuit blanche l'autre soir pour terminer ça dans des certaines urgences, mais voilà, on voulait vous le prendre aujourd'hui. Et du coup, j'invite maintenant les collègues dans l'ordre qui souhaitent présenter chacun un peu leur cas d'usage sur les enjeux juridiques, pour s'amender ou faire vite dans l'ordre qui veut. Peut-être Marc commencer. Et puis l'idée c'est d'itérer, n'hésitez pas, Marc va le faire, poser un maximum de questions. Et nous, on va essayer d'y répondre au maximum dans le kit qu'on s'engage à vous remettre sous 8 jours. Juste donc pour rétablir un peu le contexte, justement par rapport à ce qui a été dit sur l'étude de marché, etc. Nous, ça fait 9 à 10 mois en fait, on fait le tour d'horizon de ce qui peut être proposé en termes d'ECM. Alors ECM, ça peut être Alfresco, il y a OpenText, etc. On les a tous fait, hein, même ceux qui officiellement sont hors de notre portée financière, mais il ne faut pas hésiter à voir en fait ce qui se fait sur le marché. Donc ECM, on a redemandé à nos éditeurs, alors nous côté portail, on a Arpège, comme beaucoup, on a essayé de voir aussi avec eux jusqu'où ils étaient prêts à aller. Là, moi j'ai obtenu un engagement du PDG d'Arpège qui est en train de faire développer un connecteur de son portail. Pourquoi? Parce que nous, on a lancé en novembre une application smartphone qui dit dématérialisation tournée vers l'usager. Ça veut dire porter forcément les services vers le smartphone. Et donc, il y a certaines procédures qui resteront bien sûr sur un portail où on doit avoir un PC, hein, soyons clairs. D'autres qui, style, je veux me réinscrire à mes cours de yoga l'année prochaine, c'est oui, non, quoi. Ça, c'est super portable sur un smartphone. Donc voilà, nous, c'est ça qu'on attend aussi de nos partenaires. Parce que j'ai aussi benchmarké avec l'équipe le côté portail. Alors vous avez Cap des Maths, vous avez Entrouvert, puis après, pas grand chose, parce qu'en fait les ECM font du portail, mais en fait, il faut savoir que les ECM, tout ce qu'elles font, c'est du portail de publication documentaire.
elles ne savent pas faire autre chose en fait. C'est peut-être dommage, mais elles savent faire des choses un peu style Dropbox, ça s'arrête là, mais pas pour faire du téléservice. Et là où en plus j'ai vu qu'il y avait de vraies limites sur notre marché, c'est quand on parle de la dématérialisation des CERFA. Parce que nous, on a pris comme direction pilote la DRH, on va dire quelque chose d'assez classique, que beaucoup d'acteurs connaissent. On n'a pas pris les finances pour nous ils sont experts, parce qu'ils viennent en relation vis-à-vis des métiers du fait des commandes publiques. Par contre, on a pris les services techniques. D'une part parce que nous on a fait le constat que les services techniques sont toujours sous-informatisés, ce qui est quand même dommage. Or, c'est quand même une très grosse activité d'une mairie, et même souvent d'un département. Et donc, l'objectif, c'est d'abord de renforcer nos équipes internes en termes d'outils informatiques pour après proposer des services aux citoyens. Pourquoi? Parce que si on fait l'inverse, bien sûr, c'est les élus qui veulent l'inverse, eux, ils veulent le visible côté citoyen, sauf que pendant ce temps-là, vous coulez vos équipes internes. Donc là, déjà, les DSI sont souvent pas très bien vus, alors là, c'est encore pire. Donc en fait, on est bien dans une stratégie d'accompagnement au changement, c'est-à-dire on renforce et on communique l'intérêt de renforcer l'informatique interne pour faire comprendre à nos équipes internes aussi qu'il va falloir changer leur organisation parce que demain ça va aller encore plus vite, il y a des choses qu'on va automatiser qu'ils n'auront plus besoin de faire et donc il va falloir qu'ils recentrent sur leur cadre d'expertise plutôt leur boulot. Alors, nous typiquement à l'urbanisme c'est ça, à l'heure actuelle on a 2 personnes notamment qui consacrent 1,5 ETP à répondre aux demandes des notaires. Vous savez, les renseignements d'urbanisme et ça, un truc zéro valeur ajoutée, tout le monde perd son temps au lieu d'examiner les dossiers de permis de construire ou de changement d'urbanisme. Voilà, ça c'est le cas typique. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ce tour du marché, on s'est rendu compte que typiquement sur le portail, il fallait qu'on reste chez Arpège. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tenté de nous vendre les métropoles, les grandes métropoles, elles font tout un tas de choses d'ailleurs. En fait, quand on regarde techniquement ce qui se passe derrière le portail, c'est pas glorieux, quoi, quelle que soit la métropole. Et en fait, l'avantage pour l'instant qu'on a avec Arpège, parce que là, moi j'ai hérité de ça à Saint-Mandé, c'est qu'à l'heure actuelle, on propose l'ensemble des activités, que ce soit direction de la famille, donc tout ce qui est scolaire, périscolaire, acte d'état civil, affaires générales, etc. Tout ça, c'est en téléservice réel. C'est-à-dire téléservice, c'est j'ai un portail, c'est branché sur le logiciel métier, il y a un transfert des données, c'est complètement automatisé, et derrière, il y a traitement par le service concerné. Hein, c'est pas, j'ai un portail, j'ai un formulaire, qu'envoie un mail, parce que ça aussi on l'a, typiquement à l'APM, je déclare quelque chose à la police municipale, j'ai le formulaire, c'est un mail qui part dans la boîte générique de la police municipale, et après j'ai un agent qui retape dans son logiciel métier municipal, je dis ça, c'est pas de la démat, ça n'existe pas ça. Donc c'est pour lutter contre ça. Et donc ce que j'attends justement de mes potentiels partenaires, ce que je leur ai dit, c'est donc une démat de bout en bout avec un classement automatisé dans une base de gestion électronique de documents. Pourquoi automatiser? Ça pose 2 grands problèmes, mais on les connaît tous. Il suffit d'aller voir les file systems de nos chères directions, voir le bordel qu'il y a documentaire, avec souvent un historique de tous les gens qui sont passés. Dans la direction, Saint-Mandé en est un bon exemple, je crois qu'eux, ils avaient l'historique depuis le début de l'informatique. C'est-à-dire 15 ans à peu près d'historique sur le file system. Donc, si on laisse faire l'humain, le problème c'est que chacun a son mode de classement. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. Le problème c'est que il n'est pas réplicable et le collègue qui suit ne sait pas forcément lui-même s'y retrouver. Et ça, c'est un souci. Et en plus, c'est pas collaboratif parce que là aussi, vous n'avez pas donné la règle de votre classement à vos collègues qui sont peut-être de d'autres directions. Le meilleur principe, c'est je génère un arrêté dans mon métier. L'arrêté engageant une dépense ou une recette pour la collectivité, donc ça devient un acte de justificatif de la dépense ou de la recette pour les finances. Donc moi, mes collègues des finances, ils aimeraient bien avoir l'arrêté. Qu'est-ce qui se passe dans une collectivité? C'est j'appelle un tel pour savoir où il est passé, l'arrêté. Voilà, perte de temps. Donc ça aussi, on veut l'économiser. Dans le côté innovation, justement, ce qu'on veut, c'est automatiser complètement l'arrivée et le classement de tous les documents du cadre réglementaire. Pour pas que les services nous disent oui, mais chez nous c'est différent, etc. Non, il y a un cadre réglementaire, les process métiers sont établis, il n'y a pas de discussion à avoir. Le plan de classement, il se fait, il y a les archives de France qui donnent des directives, insuffisantes bien sûr. Vous avez toutes les pièces justificatives finances qui sont établies par la DGFiP.
Et donc, moi, mon équipe a beaucoup bossé dessus. On a essayé d'engager les métiers, ça a été très disparate, en fonction, bien sûr, de la capacité des métiers à maîtriser tout leur cadre réglementaire. On a quand même réussi à sortir, on a le plan de classement urbanisme, on est en train de finaliser le côté DRH. DRH, je ne vous cacherai pas que j'ai été obligé d'appeler une relation à l'État pour nous aider un peu à finaliser, surtout sur le dossier agent. Le constat qu'on fait, pourquoi on est vraiment dans de l'innovation, j'ai pas trouvé un seul consultant en capacité de nous accompagner sur ce projet. Hein, soyons clairs. Les plans de classement qu'on a montrés, il y en a une, elle a tenu un quart d'heure. On a eu à peine le temps de lui expliquer, elle nous a dit, moi je sais pas. Je dis, bon, ok. Donc les consultants, souvent, ils vont vous vendre qu'ils accompagnent tout un tas de métropoles, etc. Demandez-leur sur quoi ils les accompagnent de façon concrète. Parce qu'ils vont vous parler toujours des RH finance. Mais en fait, dès qu'on creuse le vrai métier, déjà, il y a beaucoup moins de monde. J'en ai trouvé une qui nous accompagne, mais plutôt sur le côté GED. Là, on peut trouver des gens qui peuvent être compétents. Mais dès qu'on rentre dans le métier pur et dur, en fait, les expertises, si elles ne sont pas en interne, ça devient un peu un handicap en fait, pour nous. On va être clair. Donc, l'objectif, nous, c'est d'aller trouver un partenaire, surtout qui est capable de constituer en fait à la fois les circuits manquant d'interopérabilité entre nos métiers et en même temps de mettre à disposition de façon collaborative l'ensemble des documents à travers une GED. Un exemple de cas d'usage qu'on va tester avec le partenaire, c'est à l'heure actuelle, j'ai le service qui gère l'espace public, qui fait des arrêtés, par exemple pour une terrasse d'un commerçant, on lui donne 8 mètres carrés. Donc il y a un arrêté en conséquence. La police municipale, elle est lieu de contrôler que l'ensemble de l'espace public est utilisé selon la volonté de la commune. Elle va détecter que un coup de commerçant, il occupe 10 mètres carrés. Elle dresse un PV. À l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Elle dresse un PV, ça part dans le circuit interne, et puis après, elle ne sait pas ce que ça devient. Nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, demain, le but, c'est le PV arrive dans la gestion électronique de documents, crée l'événement que, vu qu'il y a infraction, ça déclenche automatiquement l'ouverture d'un dossier dit de suivi administratif au sein du logiciel de la gestion de l'espace public. Et donc, le logiciel de gestion de l'espace public doit avoir aussi un mini-portail ou au moins un mode web pour qu'à tout moment, la police municipale puisse suivre où on est le traitement de son PV, mais aussi, parce que la police municipale, ils ont beau avoir une certaine mémoire, accéder tout simplement aux différents arrêtés que produit ce service pour quand il contrôle, se dire bon, c'était quoi l'arrêté, il recherche l'arrêté, il regarde ce qui a été notifié et validé, et se disent bon ok, c'est conforme. Donc on est vraiment là dans une innovation sur le travail collaboratif de nos services entre eux, et comment on peut leur donner ces moyens-là sans que ce soit une usine à gaz technique à tenir. Et Marc, pour rentrer voir Eric sur la stratégie juridique que tu as imaginée. Alors sur la stratégie juridique, pour finaliser là-dessus, justement, du fait qu'on a benchmarké le marché, là j'ai 2 potentiels partenaires, je n'en ai pas encore les noms, on va négocier avec eux et on va les challenger, parce qu'en fait, ce que je disais tout à l'heure, moi je veux qu'ils se risquent, c'est-à-dire qu'ils engagent des moyens financiers et humains à côté de nous là-dessus, parce qu'en fait, si on arrive à faire les preuves de concept, on a 3 à 5 cas d'usage, bien sûr, on vous invitera sur ce genre de choses. On sait que là, il y a beaucoup de collectivités qui vont être intéressées, Vincennes, pas Vincennes, mais Versailles, j'ai vu l'annonce dernièrement, part sur la full des maths, donc je vais aussi les rencontrer pour voir comment ils amènent le sujet, mais sur le cadre réglementaire, je vous dis, il n'y a pas tellement de secret, on va tous faire la même chose. Le but justement, c'est la réplicabilité et la mise à l'échelle. Donc moi, ce que je veux être sûr, c'est que d'une part, le candidat, à travers un marché d'innovation, on l'engage sur nos problématiques de propriété intellectuelle, c'est-à-dire que je veux qu'il reverse gracieusement à l'ensemble des collectivités cet avantage, on va dire, plus que concurrentiel, soyons clairs, puisque pour avoir benchmarké le marché, personne ne sait faire. Et c'est pas juste je fais un connecteur, non, c'est pas ça qu'on veut, c'est on monte un système d'information qui va être en capacité de revendre derrière. C'est ça en fait le principe. Donc là où on est un peu encore hésitant, c'est que il y a les plans de classement. Il faut savoir que les plans de classement, ils valent de l'or. En fait, on s'en est rendu compte en cours de route. Là, on veut les protéger aussi. Pourtant, on se dit, c'est un truc réglementaire que n'importe qui le pourrait faire. Mais en fait, personne ne veut s'engager à faire un tel boulot.
Donc en fait, on veut les protéger pour pouvoir les reverser pareil de façon gracieuse. Moi, la DRH à l'État, elle m'a dit moi je le veux ton plan de classement parce qu'elle veut remanager différemment justement son service à travers ce plan de classement. Donc au-delà de simplement de l'informatique, on voit bien que le fait d'avoir un plan de classement qui reflète les processus de gestion d'un métier, ça a un double avantage. Le métier comprend ce qu'on veut faire et à l'inverse, nous on cadre d'un point de vue informatique que les choses s'automatisent bien. Et donc c'est là où on veut emmener le partenaire, c'est-à-dire typiquement qu'il se fasse un peu mal, parce que forcément il ne réfléchit pas comme ça à l'heure actuelle, et il sache aussi faire les relations de négociation qu'on a avec nos propres éditeurs internes. Là je disais Arpège, là c'est parce que nous, à Saint-Mandé, on est ville test en fait, que j'ai quelques accès privilégiés, mais ce n'est pas le cas chez tous les éditeurs, et d'ailleurs je serais très heureux que d'autres collectivités viennent, on va dire, avec nous, parce que la question qui va se poser très rapidement sur la mise à l'échelle, c'est est-ce que on commence à plutôt montrer à nos potentiels autres partenaires par la suite qu'en fait on va y aller à plusieurs. Et là, on ne parle plus du tout de la même chose. C'est-à-dire qu'après le partenariat d'innovation, la question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on passe à un groupement d'achat pour montrer qu'en fait on est plusieurs à être intéressés et que là, on n'est plus dans la même négo avec notre partenaire. C'est-à-dire, on dit aux partenaires, maintenant, il faut montrer aux gens de la MGP que ça marche. Nous, on met au pot, on investit du temps sur ce premier socle. Mais derrière, en fait, on a des dizaines de collectivités qui sont intéressées et que, là, par contre, on va réfléchir entre nous comment on peut passer à l'échelle et donc avec le portage juridique adéquat. Donc voilà, donc super challenge pour les juristes aussi. Enfin, nous, ce qu'on trouve génial dans la stratégie juridique qui est portée par Saint-Mandé, c'est que je vais créer un pot commun, je vais créer un commun sur les plans de classement enrichis, où je vais avoir un droit intellectuel de Saint-Mandé, mais qui va être partagé, qui va être réutilisable par le secteur public, et qu'on va avoir une sorte de variante, on va avoir une sorte de copyleft, c'est-à-dire que demain, dès que quelqu'un va l'enrichir, va pouvoir le mettre dans son propre marché, va pouvoir valoriser un apport, dire voilà, moi j'ai ça, ça vient de Saint-Mandé, moi j'ai amené ça, je vais l'amener devant le prestataire privé, parce que l'idée c'est que le privé ne puisse pas la réutiliser gratuitement, voilà. Et que du coup on va le faire grossir, et puis voilà, c'est vraiment une stratégie juridique au service de l'innovation collaborative, et c'est vrai que ce que tu disais au début, souvent on est sur des sujets comme ça où l'expertise elle est dans le secteur public, et il s'agit maintenant de traduire ça juridiquement pour organiser et donner naissance à ces biens communs. Alors la réflexion qu'on a avec Marc, c'est soit d'avoir une licence soit réutilisable par tout le secteur public, sous condition que celui qui réutilise, il enrichit, il repartage à chaque fois. Donc ça fait vivre aussi le référentiel, parce que dès qu'on est sur des plans de classement, des référentiels, pour les plus techniques d'entre vous, si ça devient du SCOS par exemple, pour que ce soit qu'il y ait un serveur de référentiel qui soit réutilisable, derrière il y a des coûts, etc. Donc il faut envisager le modèle et voilà. Surtout qu'on a vendu que les plans de classement, on visait comme une vie à 30 ans. Parce qu'en fait, vu qu'on n'est que sur le cadre réglementaire, donc, sauf bien sûr l'évolution de la loi, donc il faut garder une flexibilité pour qu'ils évoluent, mais nous on n'aura sans doute pas l'opportunité de le faire pour tous les secteurs. En plus on n'est que une mairie, les départements et les régions ont des secteurs complémentaires, donc il faut que ça reste un travail commun, mais qui sera réutilisable assez facilement, parce qu'on ne traite pas du tout des cas particuliers, on va dire, de gestion qui sont en dehors du cadre réglementaire. Merci beaucoup Marc, et au sein des explorateurs il y a les innovateurs juridiques aussi, et donc on reste dans l'Est parisien avec Alfortville qui ont présenté sa solution, et donc si tu peux zoomer sur les sujets juridiques puisque... Oui, reste 7 minutes. Juste brièvement, donc c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle le kiosque. Donc, le kiosque, c'est un nouvel équipement pour Alfortville qui va être implanté à l'entrée de la gare de Maison Alfortville, côté Alfortville bien sûr. C'est un établissement dans lequel on va offrir une offre alternative de services publics pour les Alfortvillais, notamment par rapport à ce qu'on fait dans un hôtel de ville ou une autre version de l'hôtel de ville, la mairie de proximité. Alors, on va y retrouver 2-3 éléments qui sont importants. Alors, à la fois un parcours usager virtuel qui rentre dans le cadre d'un projet relation usager
autres qu'on mène depuis 2014, et puis un certain nombre d'offres qui vont être là à la fois pour donner de l'information et puis surtout valoriser à la fois nos projets d'aménagement urbain. C'est une ville notamment dans laquelle on a un gros projet de rénovation urbaine. Même si la compétence aménagement est partie au territoire, donc au GPSE actuellement, on a encore 40 projets d'aménagement en vie sur le territoire. C'est une ville qui bouge beaucoup. Et puis aussi un autre sujet, mais que je n'évoquerai pas là, qui est un parcours virtuel patrimonial, sur lequel effectivement on va commencer à travailler sur des éléments d'histoire de la ville en réalité virtuelle. Alors sur ce projet de valorisation de nos projets d'aménagement, donc ça a commencé fin 2017, on a recherché effectivement qu'est-ce qu'on pouvait avoir comme type de solution qui permettent à la fois de modéliser petit à petit l'ensemble de nos quartiers qui sont en refonte et au-delà de la modélisation avec un socle 3D, pouvoir avoir une solution qui soit interactive pour l'usager et qui soit immersive. L'idée c'est qu'on puisse s'y promener d'un point de vue piéton dans un premier temps, voire même en voiture, comme dans un jeu vidéo. Si vous connaissez un peu Sims 4, 5, etc., vous avez à peu près une vision de ce que ça peut donner. Alors c'est un outil à la fois de marketing territorial et c'est aussi un outil de gestion, puisque c'est un socle, c'est une base de données, donc c'est un outil de gestion, notamment pour les personnes qui font de l'urbanisme, mais pas que, l'ensemble des services techniques, voire autres, comme un SIG 3D. C'est un outil de concertation, c'est-à-dire qu'à travers ce genre d'outil, on peut très bien concerter les futurs usagers d'un quartier pour leur demander un avis sur du mobilier urbain, sur des revêtements divers et variés. On peut même faire du space, de l'aménagement en tout cas partagé, puisqu'on peut complètement concevoir, et c'est comme ça d'ailleurs que s'en servent les aménageurs à l'heure actuelle, pour construire leurs bâtiments et les aménager d'un point de vue matériel. Alors le projet s'est déroulé en deux mots, en deux temps. Il y a eu effectivement une phase de veille, de recherche d'un partenaire pour essayer d'aller vers une solution qui nous permette de remplir ces conditions. Et surtout avec aussi un enjeu qui était assez fort, c'est que dans un premier temps, cette offre de service sera disponible dans le kiosque, mais à terme elle sera aussi visible depuis le site internet de la ville, depuis n'importe quel type de support. Donc il fallait aussi qu'on ait une solution qui corresponde à ce genre de contraintes. Il faut qu'avec une tablette, on puisse accéder avec sa connexion internet sans forcément avoir un ordinateur de compétition qui finalement fasse dérouler la simulation. On est vraiment dans le monde de la simulation en réalité virtuelle, en 3D, et ça demande énormément de ressources. Donc là, on a vraiment, c'était un petit peu l'objet de notre recherche. Donc voilà, on a à la fois interrogé nos groupements de commandes traditionnels, donc il n'y a pas que l'UGAP, il y a le CIPEREC aussi, qui est un acteur important. Et puis, moi j'ai fait effectivement pas mal de veille sur le sujet. Il y a des solutions qui existent, des solutions qui remplissent ces conditions-là, on en a trouvé une, quand on a gratté. Et donc du coup, on a commencé effectivement à évaluer avec eux leur capacité à faire. Sachant que, pour vous donner un petit peu le détail, c'est aussi un partenaire qui travaille pour le plateau de Saclay, qui est un plateau en profonde refonte à l'heure actuelle, et sur lequel effectivement, il propose le type d'outil dont on a besoin. Alors, une fois qu'on a eu effectivement trouvé ce partenaire, on avait eu des démos aussi au préalable d'autres possibilités. Le plus compliqué, ça a été de mettre en ordre de bataille les acteurs internes de la collectivité. Récupérer les données, ça n'a pas été forcément très très facile, puisqu'il fallait récupérer les données numériques des projets d'aménagement. Et il se trouve que, ce que je disais tout à l'heure, on a une charte effectivement d'aménagement qu'on soumet au cabinet, notamment d'études qui vont travailler pour nous. On a juste oublié effectivement le détail, c'est de leur demander effectivement de nous restituer les données. Donc ça a bien pris 9 mois pour récupérer un volume de données important. On n'a pas tout récupéré. D'ailleurs,
plus rigolo, c'est que le bailleur social, qui est quand même fortement implanté sur la ville, ne nous a pas fourni ces données-là. Donc ça a forcément été le partenaire le plus facile à convaincre. On a pu ainsi récupérer beaucoup de données, que ce soit sur la voirie, sur les espaces verts, le mobilier urbain et un certain nombre de programmations qui ont été faites. Un certain nombre d'acteurs ont joué le jeu. Les questions effectivement qu'on se pose, on se les pose depuis 2 mois. Alors effectivement, il y a eu l'avant Villani, il y a eu l'après Villani, donc on se les posait de 2 manières. Donc, on a vraiment rédigé un marché complet. Donc, le marché, on ne l'a pas lancé parce que du coup on a vu le décret arriver, donc on a rattrapé le marché public et on s'est dit on va attendre. Alors moi j'ai une contrainte qui est effectivement juridique, c'est dans quelle mesure moi je peux rentrer dans ce cadre, soit de convention, soit de marché négocié, sachant que j'ai une commande publique quand même assez frileuse sur le sujet. Ma deuxième contrainte, elle est tout à fait pragmatique et terrain, c'est que moi j'ai une inauguration de mon équipement le 6 juin, il faut que je lance quelque chose, sinon je vais prendre un mur et ça va faire un peu mal. Donc, le mur n'est pas virtuel, j'avais encore un message il y a une demi-heure. Bon, on était déjà en train de diffuser enfin on voulait diffuser un article dans le magazine municipal du mois prochain pour commencer à faire de la publicité. Donc là, j'ai juste dit que c'était un petit peu tôt pour récupérer les clés. Voilà. Donc voilà, moi, c'est vraiment ma première question, c'est savoir dans quel cas, puisqu'on est avec un acteur qui est une PME, qui a été créé en 2013, donc c'est un acteur assez récent, qui effectivement a une solution très novatrice en ce sens où les moyens de simulation restent complètement chez lui. Donc lui, il fournit du développement, de la modélisation, c'est un vrai métier. Encore une fois, on est sur des outils de modélisation en réalité virtuelle. Nous, on lui fournit des données, on lui fournit aussi quelque part un accompagnement et puis aussi une mise en place d'une organisation qui va au-delà de la ville, puisque les compétences aménagement sont complètement parties de la ville et c'est pas que du virtuel, puisque l'ensemble des collègues ont participé au projet, mais sont tous partis à ce jour. Donc il va falloir aussi qu'on se mette en ordre de bataille pour travailler avec le GPSEA, qui est notre territoire nous, pour qu'à un moment donné, petit à petit, ils abondent cette solution. Donc on a effectivement toute cette démarche qui a été incluse. Et la dernière question que j'ai moi par rapport à ce marché négocié à moins de 100 000 €, c'est que je sais qu'on n'en restera pas à 100 000 € effectivement dans le temps, parce que des données, on va en accumuler petit à petit, notamment parce qu'on va changer ça on va voir avec GPSEA, on va changer les chartes d'aménagement. Il y a un mot-clé qu'il faut avoir en mémoire, c'est que maintenant il y a des formats de données qui sont standardisés petit à petit pour les aménageurs. Donc les promoteurs les exploitent plutôt bien parce qu'ils ont les moyens d'exploiter. Peut-être moins les collectivités. Tu peux redire le nom du format de données? C'est le BIM, c'est relativement simple, j'aime bien les acronymes, je ne sais pas plus ce que ça veut dire. Mais vous irez voir, vous faites Google. Building Information Model. Voilà, c'est ça. Et en gros, maintenant, petit à petit, il faut réussir à faire en sorte que les partenaires qu'on fait travailler sur des projets d'aménagement, quels qu'ils soient, même un petit équipement public, fournissent effectivement des données de cet ordre-là. Pourquoi? Parce qu'elles s'intègrent quasi facilement dans ces socles de données. Donc moi je sais que ça va continuer, puisque des projets d'aménagement, petit à petit, on va les inclure dans cette solution-là. Et moi effectivement, après je vais avoir un souci, comment je continue à contractualiser. Mon petit doigt me dit que je vais effectivement appeler le GAP ou le CIPRM, et puis on va leur demander d'inclure ce type de solution. Faut-il encore que le partenaire en question accepte de travailler avec ce genre d'établissement, c'est pas gagné. Ça peut à la fois lui ouvrir du champ des possibles, mais bon, il peut très bien ne pas vouloir. Donc voilà un petit peu la nature du projet. On est complètement dans le starting block parce qu'encore une fois, le cahier des charges a été complètement finalisé. C'est quelque chose qu'on a co-construit avec le partenaire, c'est-à-dire qu'on a fait une sorte aussi de bien cibler, quand vous parlez de modélisation,
c'est un joli mot, hein, mais derrière, il faut bien identifier les types de données que vous allez mettre dans le panier, les éléments que vous voulez modéliser de manière très concrète en 3D, donc vraiment quelque chose qui est très ressemblant du bâtiment final, avec des zones qui, elles, vont plutôt rester, et ça, quand on est sur des projets d'aménagement, je dirais que c'est un peu classique, il y a des choses dont on n'a pas forcément le visuel, donc elles vont rester en grande masse blanche, et puis des choses qui vont être plutôt texturées. Ça s'est fait notamment sur Paris, où Paris, certains aménageurs, certains promoteurs ont complètement modélisé l'immeuble qu'ils étaient en train de construire, avec son espace public autour. Et ce que vous voyez autour, ce sont des immeubles qui ne sont pas forcément modélisés en tant que tels, ils sont texturés. En gros, s'ils savent que c'est un immeuble de type Haussmann, ils vont être capables effectivement de l'habiller, sans forcément que ce soit l'habillage réel, en tout cas, qui est prêt. Voilà un petit peu pour la nature du projet, des contraintes un peu temporelles et juridiques qui sont les nôtres. Et pour tout vous dire, cet outil, ça j'ai oublié de le dire, c'est aussi un outil qui nous permet de nous balader dans le temps. C'est-à-dire que les quartiers d'aménagement, on va les balayer sur leur histoire. Alors, récente, on va peut-être pas refaire la ville, mais en gros l'idée c'est que sur les 10 dernières années, on va être en capacité de montrer comment le quartier a évolué. Et notamment nous, on a des immeubles qui ont disparu, donc on a des vidéos, hein, des chutes de tours, et après effectivement on a la reconstruction. Donc l'idée c'est vraiment de permettre à la fois de valoriser quelque part ce qu'a fait l'équipe municipale, mais au-delà de ça, de permettre à des personnes, soit qui sont là depuis un certain temps, soit des gens qui veulent venir à Alfortville, de regarder un petit peu concrètement comment la ville a évolué. Voilà. Merci beaucoup Eric. Et pour ceux qui veulent acheter à Alfortville, effectivement, on va se projeter sur 5-10 ans, traduire le PLU en forme de data. Ouais. Bon, ce qui est très intéressant aussi dans la démarche d'Eric, c'est qu'on n'envisage pas souvent donc, les droits de réutilisation des données au format BIM, donc quand je passe des marchés d'études. Et c'est vrai que là, peut-être qu'à l'avenir, ça serait, si on fait un peu de prospective, peut-être qu'il y aura une trame de convention de la MGP, et que quand vous avez passé ce genre d'études, on va envisager à l'avenir que ces données-là, les bureaux d'études vont les reverser quelque part. On pourra réutiliser ensuite pour faire ce genre de dispositifs innovants comme le kiosque, l'impression 3D. Et il faudra être très très fin sur qui peut faire quoi. Parce que là, en fait, il a récupéré les données des bureaux d'études, qui apparemment ils ont joué le jeu, hein, alors que bon, on sait pas, on n'a pas allé en détail dans le marché si c'était, si effectivement, parce qu'il y a de l'enrichissement, donc le droit de l'appropriation des données, c'est le droit des bases données, donc on peut très bien aussi imaginer que le bureau d'études aurait pu dire non. Il y a quelques années, dans les concessions d'autoroutes, on a complètement oublié l'État de se dire on va récupérer les données sur les péages. Et du coup, juridiquement, c'est pas de la donnée publique, parce qu'il y a un tiers détenteur de droit de propriété intellectuelle, donc c'est pas de la donnée publique. Donc je ne peux jamais la réutiliser. Donc maintenant, là, il y a un enjeu pour le futur, c'est dès maintenant que vos acheteurs aient le réflexe sur ces données BIM, d'envisager que vous puissiez les réutiliser, constituer un pot commun, et pouvoir demain les apporter dans vos marchés négociés, notamment dans vos marchés publics. Je dirais que c'est à la fois des problèmes de charte et puis c'est aussi des clauses qu'il faut rajouter dans les marchés publics, parce que c'est souvent des choses qu'on lit, mais derrière c'est comme la réutilisation effectivement des informations qu'on met dans une base de données, quelle qu'elle soit. À un moment donné, le prestataire, là dans ce cas-là on peut parler de prestataire, qu'on a choisi à un moment donné par un marché public, doit nous restituer l'ensemble et l'intégralité des données, parce que ce sont des... De toute façon, c'est toujours un grand débat sur les bases de données, puisque sur les bases de données, quand vous passez par un éditeur quel qu'il soit, il vous dit que son schéma de base de données est propriétaire, pour autant les données qui sont dedans, c'est à la ville. Et effectivement, il y a toujours une frontière qui est un peu compliquée. Reste débat avec l'Arpège notamment. Et très concrètement, du coup, dans le kit pédagogique, on vous avait fourni donc une convention pour l'ARD. Donc là, on va vous fournir un modèle de convention pour les marchés négociés, que nous, on a utilisé pour nos propres besoins, donc en expérimentant le décret Villani. Donc on va le fournir à Eric, on le mettra dans le kit. Et puis effectivement, là, ça sera là de valoriser les apports d'Eric dans le marché négocié qui va passer, notamment les données qu'il va amener et qui constituent une matière première très importante pour effectivement faire de la modélisation 3D. Donc là on voit bien, c'est vraiment un apport immatériel, un apport en nature comme on dit juridiquement. Et la société en face, pour elle c'est très intéressant de pouvoir montrer ses savoir-faire. Là on est vraiment dans l'esprit du texte. D'ailleurs, plutôt recommandé à Eric là-dessus de passer par un marché négocié qu'une convention de RD, parce qu'il a déjà en fait la volonté derrière de passer à l'industrialisation.
il veut déjà, si ça se passe bien, référencer aussi Pérec à l'UGA pour prendre une licence. Et du coup, dans ces cas-là, faites pas la convention de RD, parce que si vous savez déjà que vous allez passer, si ça se passe bien dans l'administration, passez directement au marché négocié. C'est le petit robot qu'on vous a montré. Ça sera une des questions qu'il va vous poser à un moment. Est-ce que vous envisagez déjà de passer derrière à l'échelle? Donc c'est à ce moment-là un marché négocié direct. Pas de question. Et vous disiez tout à l'heure, justement, si on envisage de passer à l'échelle supérieure, on ne pourra pas reprendre le même partenaire. Attention, je disais qu'il y a des subtilités qu'on ne pourra pas reprendre une deuxième fois la procédure du décret Villani pour faire autre chose. Par contre, on va essayer le plus simple, c'est de passer en licence. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura son partenaire, on fait une version qui va équiper le kiosque d'Alfortville, à ce moment-là, il va passer par l'UGAP, par le CIPEREC ou en direct, à la fin de l'expérimentation, en licence. Et puis là, ça sera une discussion que les DSI ont l'habitude de faire, la licence derrière pour industrialiser. Donc, du coup, on pourrait envisager une expérimentation avec un partenaire, derrière un appel d'offres ouvert. Mais même pas. Exclusivité, parce qu'en fait, vous allez lui laisser des droits de propriété intellectuelle sur le résultat du marché, certificat d'exclusivité, UGAP, CIPEREC, et je passe en licence. Il faut encore qu'on fasse bien, qu'on pose bien la question à Bercy sur tout ça, mais c'est dans l'esprit du texte, si vous voulez. C'est que si vous faites un marché négocié pour construire une offre numérique et que derrière vous ne pouvez pas la reprendre, l'exploiter, confier à l'entreprise, la TMA, la TME, ça n'a pas de sens. Là, on lance un usage un peu bizarre des données publiques, c'est-à-dire qu'on met sur le tapis systématiquement pour refaire les choses. Ouais, c'est ça. Et là en plus c'est pas vraiment la donnée publique parce que votre chance aussi c'est que le bureau d'études, si on est en option 1, il a conservé des droits, donc vous avez voilà. Mais ça va être un très bon terrain de jeu pour nous et pour vous tous du coup. Eric parlait de la question de la temporalité tout à l'heure. Ouais. On a bien compris ce qui allait se passer dans un petit peu plus d'un an. Ouais. Et est-ce que on risque pas, enfin, quelle est votre analyse sur l'arrivée de ce décret qui pousse à l'expérimentation alors qu'on va rapidement rentrer dans une période où les élus vont nous dire on va rien pouvoir lancer parce que élection municipale, 6 mois, compte de campagne, patati, patata. Est-ce qu'on a intérêt à foncer jusqu'à l'été ou est-ce que... quelle est votre analyse là-dessus? Ça, vous connaissez mieux que moi, mais effectivement, ça peut être très rapide de lancer des choses maintenant, ça va être plus compliqué après, même si après on aura le retour d'expérience des premiers. Hein, mais nous, concrètement, là, pour vous donner des délais sur un marché d'expérimentation avec les élections publiques, on a terminé un POC fin janvier. On s'est vu début février, on a dit comment on fait la suite du POC qui était à 10 000 €. Il a vu le décret Villani, nous aussi. Et on va commencer au 1er mars. Là, on a terminé la négo. Au 1er mars, on commence l'expérimentation. Et on doit livrer, ça va vous rassurer, le 20 mai. D'accord, de 3 semaines d'avance. Et après, voilà, et je cherche encore quelques développeurs en plus sur ce projet. Et donc, au mois de juin, si tout se passe bien, on va passer en licence. On l'a déjà anticipé dans le marché de l'expérimentation, et si ça se passe bien, ben on va passer en mode licence classique. Voilà. Est-ce que l'expérimentation, enfin, moi mon interrogation c'est est-ce que l'expérimentation pourrait finalement arriver, pour être comptée au détriment des comptes de campagne du maire qui se représenterait voilà, est-ce que l'expérimentation c'est opération nouvelle? Ouais, faut regarder, ça je ne saurais pas me prononcer comme ça, mais c'est un vrai sujet. J'en ai deux, ça peut lui coûter cher, accessoirement. À partir du coup, pour la phase... Ouais, non, on va regarder, c'est vrai que ça va être un... En gros, oui, parce que les opérations nouvelles, on a le droit de communiquer dessus jusqu'à peu près tout début septembre. C'est une expérimentation sur des politiques publiques qu'on a... C'est surtout dépendant de la com, en fait. C'est surtout ce côté-là, quoi. Parce que de toute façon, que ce soit comme un projet d'Alfortville ou une autre, nous, on s'inscrit dans une directive d'État qui est l'administration numérique 2022. Donc, on est en dehors de la temporalité de la mandature. Après, c'est plutôt la mandature qui doit surveiller le style de communication qu'elle doit faire. Le projet en lui-même n'apporte pas de privilège, on va dire, comme à la mandature actuelle, tant que on ne peut pas dire « Ah, ben c'est marrant, vous avez sorti 15 téléservices où
tous vos bâtiments, là, on les voit tourner juste au moment de la Ça campagne. dépend des projets. C'est ça en fait. T'inquiète pas, l'opposition vont trouver le petit peu. Donc on risque d'avoir un peu comme tout, un peu de calme plat à partir de septembre. C'est sûr, donc c'est le moment de les passer, et puis bon après c'est ce que tu dis, hein, de raccrocher à l'équipe nationale, le véhicule des explorateurs du Grand Paris pour passer au-delà de l'été. Ça serait dommage, comme souvent, qu'on s'arrête de bouger. Nous, on ne va pas s'arrêter. Hein. J'ai Bah, une directive, d'ailleurs politique, il n'y a que, alors justement, il y a que le site internet qu'on reformate. Alors là, clairement, au livre en juin, ça c'est sûr. C'est pour rejoindre ce que tu dis, si on l'opposition, elle va tacler. Mais sur l'offre de service de l'administration, parce qu'il faut quand même remettre aussi le débat, hein, moi, j'ai pas encore vu et les politiques ne nous ont pas dit attention, ça va être compté dans nos comptes de campagne. Moi, demain, si je dois mettre un téléservice pour les préinscriptions en crèche, je veux dire, bien sûr que le politique, ça le valorise, mais l'opposition aura du mal à défendre que c'est un élément différenciant, qu'on n'a rien fait pendant 3 ans et que là, ça arrive tout au moment. C'est parce que vous avez déjà commencé. Oui. Ça sortira de nulle part. Voilà, C'est ça, en fait. un peu différent. Le kiosque, c'est complètement nouveau, donc effectivement, ça peut être complètement pris. En gros, il y a, dans le kiosque, il y a des pans d'un autre projet qui est mené depuis 2014, et puis dedans, il y a d'autres choses, mais je ne suis pas inquiet, je dirais que plutôt le gel, il n'est pas de ce point de vue-là, c'est qu'effectivement, nous, il y a des projets qui ont été arrêtés en fin d'année dernière, de manière très concrète, parce que trop de bouleversements à venir, il y a des élections, donc on verra après 2020, ça c'est clair, on l'a vu. Alors, juste parce qu'on a notre nouvel intervenant qui est arrivé, là, Séraphin va nous donner d'ici 8 jours un kit. À nous entendre parler, je crois que ce kit il doit être composé à la fois d'un aspect plutôt circuit. Quelle est la méthode? C'est la première étape, ok, je benchmark. La deuxième étape, je négocie, je concrétise à travers une convention, etc. Un aspect plutôt les questions à se poser, parce qu'en fait ce marché-là, il simplifie les choses, mais il ne nous enlève pas ce devoir de penser à la négociation, ok, le logiciel, à qui il appartient, la donnée, la méthode, la marque, en quoi on la valorise, etc. Toutes ces questions-là, il faut que dans le truc pédagogique, ça apparaisse. Et ensuite, ce troisième point de la convention, qui peut servir de base. Mais peut-être qu'il y a d'autres choses auxquelles vous pouvez penser. Et dans ce cas-là, il faudrait vraiment que d'ici la fin de journée, on communique à Séraphin des idées, des questions à laquelle vous souhaiteriez avoir des réponses dans ce kit. Moi, j'ai une question. On a pas mal évoqué du coup le cas d'une licence, donc du coup j'ai bien compris comment on pouvait, à travers un système de base communautaire, faire en sorte après d'avoir le même prestataire, mais quand on a le cas d'achat de matériel, je pense par exemple, je vais développer un dispositif d'IoT sur mon territoire, est-ce qu'après je peux prendre le même prestat suite à l'expérimentation? Ouais, regardez, c'est vrai que c'est plus ça, c'est la licence, parce que là, puis moi je maîtrise plus ces aspects-là. Mais ouais, bah, posez la question, on va y réfléchir. Ah, voilà. Il y a l'adoption de droit d'usage. Ouais, c'est vrai qu'elle soit là. Bon bah merci beaucoup. Par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, du GAPO au Cyperet, problème de Cyperet, c'est jamais le prestataire qui contracte avec eux, c'est toujours celui qui a remporté le marché. Donc il passe par Orange, machin, truc chouette, ça sera un peu compliqué. Ah oui, c'est un indirect. C'est compliqué avec le Cyperet, c'est qu'il faut que le partenaire soit effectivement pas qui le met dans sa tête. C'est ça. Ce qui n'est pas le cas du GAP. Du GAP, non, on peut y rentrer. Merci beaucoup, à très bientôt.